C'est parti pour la conférence nationale sur la refonte du système de rémunération des agents publics de l'État. Représentants d'organisations de la société civile, d'institutions étatiques, d'organisations syndicales, mais aussi d'entités religieuses et coutumières se sont retrouvés à la salle des conférences de Ouaga 2000 ce 12 juin. Pendant 3 jours, ils vont réfléchir à un nouveau contrat social pour les travailleurs de la fonction publique. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 qui a repris ce 12 juin a été suspendu pour 2 jours. Il reprendra le 14 juin prochain en cause. 2 accusés seraient de nouveau sans avocat. Et puis, c'est l'image qui a marqué l'actualité internationale de ces dernières 24 heures. La poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les 2 hommes se sont rencontrés ce 12 juin à Singapour. Ils ont signé un accord pour la dénucléarisation de la Corée du Nord. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver pour ce 19h30. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Cette fois-ci, ce n'est pas un renvoi, mais plutôt une suspension d'audience de 2 jours. Voilà ce qui a été décidé ce 12 juin à la reprise du procès du putsch manqué de septembre 2015. La raison de cette suspension, c'est que 2 accusés se sont retrouvés sans avocat ce matin. L'interrogatoire des accusés qui devrait démarrer aujourd'hui n'a donc pas eu lieu. L'audience reprendra le 14 juin prochain. Le point de tout cela avec Roméo Koeta. L'interrogatoire au fond n'a pas eu lieu comme prévu à l'audience ce 12 juin. La raison, 2 accusés se retrouvent de nouveau sans avocat. Il s'agit de l'ex-bâtonnier Mamadou Traoré, dont le dernier conseil s'est déporté à l'ouverture de l'audience, et du lieutenant Relwende Compaoré. La défense estime qu'au regard de cette situation, l'audience ne pouvait se tenir. Elle brandit l'article 43 de la loi portant organisation, fonctionnement et procédure applicables devant la chambre criminelle, qui stipule que tout prévenu a l'obligation d'être assisté par un avocat. Nous estimons tout simplement que tout accusé a droit à un avocat. On ne peut pas se permettre de commencer une procédure, commencer des auditions alors que certains accusés n'ont pas du tout d'avocat. Comment voulez-vous qu'en cours d'audience, on puisse commettre des avocats alors que les auditions ont déjà commencé? C'est bien pour cela que j'ai dit au président qu'il y a un blocage qui se profile à l'horizon, parce que je ne vois pas cet avocat, et c'est de coutume ainsi, qui va se constituer dans un dossier aussi important alors que des auditions ont déjà été faites. L'accusation, quant à elle, pense que les auditions peuvent bel et bien se tenir si les 2 accusés sans avocat ne sont pas immédiatement interrogés. Pour la partie civile, la défense utilise de manière abusive les déports. Il n'est pas obligé que les accusés soient forcément assistés par des conseils pour que le procès puisse se tenir. Dans la mesure où ce sont ces accusés eux-mêmes qui, de par leur comportement ou leur action, favorisent donc l'impossibilité de leur trouver un conseil. Je pense que nous sommes clairement dans cette situation. Et sur la question de savoir si on peut commencer un procès en entendant qu'un avocat soit commis pour les personnes n'étant pas encore auditionnées, notre position est claire, c'est que oui. Parce que de ce que disent les avocats de la défense eux-mêmes, les obligations de conseil, de guidance, d'assistance n'ont lieu qu'au moment où, à notre avis, soit en amont ou à tout au plus au moment de la comparution du client. C'est dans un tel contexte de thèse, antithèse entre défense et accusation que le président du tribunal a décidé de suspendre l'audience jusqu'au jeudi 14 juin prochain, où il rendra sa décision du report ou non de l'audience. L'autre fait notable au cours de cette audience, c'est la reconstitution des avocats du général Gilbert Diendéré. Le SPA Mathieu Sommet et associés qui s'étaient déportés a su de nouveau sa défense. Gilbert Diendéré qui était bel et bien présent à l'audience le 12 juin après un séjour en clinique la semaine dernière. C'était une volonté affichée du chef de l'État. Il avait exprimé en fin d'année dernière la très attendue conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État. C'est ouverte ce matin. Elle a été présidée par le Premier ministre, Paul Kabatieba, qui a appelé les représentants des organisations de la société civile, des institutions étatiques et surtout des organisations syndicales à œuvrer pour aboutir à un contrat social nouveau pour les travailleurs de la fonction publique. Le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Ce ne sont pas les citations qui ont manqué pour évoquer l'impérativité de la tenue et de la participation de toutes les couches sociales à cette conférence nationale sur le système de rémunération des agents publics de l'État. Des citations en guise d'invitation à la table du dialogue, mais aussi de pique à l'endroit des grands absents. Albert Einstein disait « Le
lequel nous vivons est le fruit de notre réflexion. Si nous voulons le changer, il faut que nous changeons notre manière de réfléchir. Fin de citation. Cette situation, nous le dédions à tous ceux dont nous regrettons l'absence ce matin, car on ne peut construire le Burkina de demain avec des réflexions qui ont toujours prévalu d'opposition stérile de classe. Nous sommes condamnés à trouver les voies de la justice sociale, car ainsi que le disait Charles-Louis Gaston Marquis d'Audifré, lorsque le désordre des finances publiques est à son comble, une révolution menace l'État. C'est pourquoi le baron Joseph Dominique, lui, fit l'injonction ci-après, je cite, « Faites-moi de bonnes politiques, je vous ferai de belles finances ». Fin de citation. 5 centrales syndicales, 21 syndicats autonomes, des organisations de la société civile, des représentants des confessions religieuses et coutumières et les autorités étatiques participent à cette conférence. 3 thématiques seront abordées et il ne s'agira pas seulement de discuter de la refonte du système de rémunération, mais aussi de la problématique de la rationalisation des dépenses au sein de l'État. Et le chef du gouvernement évoque le besoin d'un retour à un nouveau contrat social. Compte tenu des enjeux auxquels nous avons à faire face, moi, je réfléchirai par 2 fois avant de mettre en avant des concepts de type nos acquis, comme si c'était des citadelles auxquelles on est imprenable. Si nous allons dans cette logique-là, nous allons droit dans le mur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on considère que la situation est figée et qu'on ne peut toucher à rien, même si ça ne marche pas. Les réalités en face, de regarder les questions d'iniquité, d'injustice, de regarder également les questions de soutenabilité de la trajectoire des finances publiques pour mettre les choses à plat et essayer de se parler. Il ne s'agit pas d'enlever le pain de la bouche de quelqu'un pour donner à un autre. Il s'agit de sauver notre modèle social, de faire en sorte que nous puissions vivre dans la paix et dans la cohésion sociale sur cette terre de Burkina Faso que nos ancêtres nous ont donnée et que nous avons le devoir également de transmettre aux générations futures. Pour la partie syndicale présente à ce dialogue, la question de la refonte du système de rémunération est l'une des raisons qui motive sa présence. Ce qui est sûr ici, nous sommes là pour défendre nos intérêts. Nous sommes là pour défendre l'équité et cela aussi a été dit. Et je ne sais pas pourquoi vous ne l'évoquez pas. Il y a la question d'équité. Le Premier ministre a parlé effectivement des gens qui ont le même diplôme et dont certains doublent le salaire des autres. Ça aussi, il faudrait le souligner. Il ne faut pas seulement vous adresser à la refonte, Ça aussi, c'est une refonte pour permettre effectivement à ce qu'il y ait une équité, une justice dans le traitement salarial. Voilà ce que nous entendons par refonte. En rappel, la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB, la plus grande centrale syndicale, a encore boycotté ce second acte du dialogue sur la refonte du système de rémunération des agents de la fonction publique. Et une fois de plus, le chef du gouvernement a réitéré son appel à la négociation. Mais que vaudront les conclusions qui sortiront de cette conférence nationale sur la refonte du système de rémunération de la fonction publique? Serait-on tenté de se demander quand plusieurs organisations syndicales, dont la toute-puissante CGTB, ont boycotté la réunion? Ce matin, au moment même où s'ouvrait la conférence, la coordination des syndicats de la fonction publique organisait des sit-ins éclatés pour marquer sa désapprobation. Le constat d'Abdourazak Traoré. Le gouvernement a voulu un forum ouvert en incluant toutes les couches de la société pour discuter de la rémunération des agents du secteur public. L'idée est mal perçue par une quarantaine d'organisations syndicales réunies au sein de la coordination des syndicats de la fonction publique. Elles estiment que l'État est leur employeur et qu'il n'y a pas de raison que le contrat qui les lie se discute avec d'autres entités. Cette option-là n'augure pas la tenue de débats sereins pour arriver à régler les problèmes auxquels les travailleurs de la fonction publique sont confrontés. Et c'est pourquoi nous avons suggéré au gouvernement de réduire le format afin que nous puissions discuter objectivement de la question de rémunération qui, en principe, ne concerne et n'engage que l'employeur et ses employés, ou à défaut que justement ce qui va être sur la table de la discussion
ce soit la question de la richesse nationale et sa gestion. 55% des recettes propres du pays servent à payer les salaires dans la fonction publique. Voilà un des arguments brandis par l'État pour aller à cette conférence nationale. Là également, ces frondeurs ont une autre vision. Que le problème auquel notre pays est confronté aujourd'hui n'est pas la question des salaires, mais c'est la question de la gestion de notre richesse nationale. Et du reste, les salaires ne représentent qu'une composante dans le budget. Et s'il y a lieu de discuter dans le sens de regarder comment dégager des ressources pour investir, il faut que nous puissions regarder globalement la situation et plutôt que de la regarder sous un seul angle qui ne peut en aucun moment régler le problème. Ça veut dire que concrètement, ce qu'il y a au fond derrière cette question, comme objectif visé par le gouvernement, c'est simplement la mise en place d'une politique d'austérité salariale, ni plus ni moins. Mais pourquoi ne pas y participer pour tenter de convaincre en lieu et place de la politique de la chaise vide? À cette question, les syndicats sont convaincus, leur stratégie va impacter. Et au cas où des décisions contre leurs intérêts sont prises, la réponse sera sans détour, promettent-ils. Si les décisions qui seront prises là-bas ne vont pas nous engager, en tant qu'organisation syndicale, nous allons nous donner les moyens qui sont les nôtres habituellement pour agir dans le sens que justement ces décisions-là ne puissent pas s'appliquer à nous sur le terrain. Comme ici au lycée technique national Sangouli-Lamizana, où ces travailleurs membres de la FSINTER observent le mot d'ordre, partout sur le territoire national, le même mouvement de sit-in était prévu ce 12 juin de 7h30 à 11h. Venons-en maintenant aux suites de l'affaire mariage célébrée par le maire malade de l'arrondissement 3. Vous vous souvenez, c'était ce week-end, le maire Aïnatou Ouedraogo célébrait des mariages avec des traces d'une hospitalisation en cours sur le bras. Elle avait alors accusé le maire central d'avoir refusé sa demande de lui envoyer un suppléant. Eh bien, voici la réponse de la mairie centrale. C'était au cours d'une conférence de presse ce matin. Pour elle, tout ceci n'était qu'un cirque. Abdourazak Traoré. Pour sa défense dans la crise à l'arrondissement 3 de Ouagadougou, la mairie centrale, à défaut de son premier responsable, était représentée au présidium par le premier et le quatrième adjoint au maire Armand Bewende, en plus du premier adjoint de l'arrondissement en crise. Premier argument battu en brèche, l'état de santé de Aïnatou Ouedraogo. La scène qui a été donnée à voir le samedi 9 juin 2018 n'était que du cinéma, selon les conférenciers du jour. C'est par rapport au mariage. Si on est malade, alité, on peut aller à une AG d'un parti politique, discuter pour des postes, et revenir le lendemain dire qu'on est malade au niveau de la mairie, qu'on ne peut pas célébrer un mariage. C'est comme le premier l'a dit, c'est du cirque, c'est du cinéma. Quand on est malade, mais il y a des faits. C'est prouvé par un document qu'on est malade. On ne se lève pas aujourd'hui, je suis malade, je reste chez moi, je dors chez moi. Sur le refus de la commune de Ouagadougou d'envoyer un célébrant à l'arrondissement 3, le camp d'Armand Bewende se veut légaliste. Elle a transmis effectivement une correspondance au maire de la commune de Ouagadougou pour demander de donner un officier, en tout cas célébrant. Mais les textes sont clairs en la matière, nous l'avons dit. Il faut vous concerter avec vos adjoints. Sauf que dans cette situation, les adjoints ne reconnaissent plus Aïnatou Ouedraogo comme leur maire. Et la mairie centrale soutient ces derniers, même si elle reconnaît toujours l'autorité de l'édile de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Au moment où elle a intenté un procès contre ses conseillers et que la justice a rendu son verdict, pour moi, je ne suis pas un homme de droit, mais je me dis que tout acte qu'elle poserait au niveau de cet arrondissement-là est illégal. Et à partir du moment où cette motion a été votée à l'unanimité des participants, c'est-à-dire 20 conseillers sur 20 participants, nous estimons qu'elle n'est plus, plus légitime à nous soumettre quelque travail que ce soit. Quant au blocage du conseil municipal, dû à l'absence d'un budget de fonctionnement,
Ces avocats du bourgmestre de la ville rejettent l'entièreté de la faute au maire Reinatou Ouedraogo. Ici, c'est sa gestion managériale qui est pointée du doigt. Le président du conseil d'arrondissement, qui est Madame le maire, en tant que coordonnateur délégué, n'a pas pu adopter son budget primitif pour absence de quorum en leur sein. Ce fait est resté sans résolution jusqu'à l'approbation du budget principal par la tutelle. C'est pour cette raison que l'arrondissement numéro 3 n'a pas de budget propre jusqu'à ce jour. Pour ces élus locaux, la solution à cette crise se trouverait entre les mains du gouvernement à travers le ministère en charge de l'administration qui est appelé à prendre ses responsabilités. À Gargouli Bantara, dans la commune rurale de Kamti, nous sommes dans le sud-ouest, un site d'orpaillage est en proie à des remous. Certains exploitants bénéficiant de la protection d'autorités de la région ne respecteraient pas les règles et imposeraient leurs lois aux autres orpailleurs. Eh bien, ces derniers créent l'injustice. Les explications de Luc Pabelgem. La ruée vers l'or est en passe de virer au calvaire sur le site d'orpaillage de Galgouli Bantara. Le site d'or de cette localité dans la commune rurale de Kamti, dans la province du Numbiel, à 11 km de la Côte d'Ivoire et 45 km de Gawa, est exploité de façon artisanale par des populations venues de tous les coins du Burkina Faso et d'ailleurs. Mais même une exploitation artisanale a des règles. Chaque exploitant ne doit excéder la limite de son trou creusé. Or, à la recherche du filon, un exploitant va dépasser ses limites en entamant le trou du voisin. Ce fait, aussi banal soit-il, a mis tout le site en ébullition. Les orpailleurs, en voulant ramener le fautif à l'ordre, se sont fait ramener eux-mêmes à l'ordre par la sécurité. À la question de savoir pourquoi une telle situation, on leur dira que les instructions viennent d'en haut. Mais quand le problème est revenu, ça tombait que le CB de Kamti, avec le monsieur Koudou Oumarou, qui s'est dit concessionnaire des sites ici, à Bantara, avec le procureur, qui ont envoyé ces missions-là pour attraper M. Yelkouni Aruna, qui est le secrétaire général adjoint du bureau de l'association des orpailleurs artisanaux du Sud-Ouest, section communale de Kamti, pour attraper, retirer ces minerais et confisquer son trou. Et là, on m'a appelé, informé, j'ai appelé le CB, je lui ai demandé, il y a quel problème qui se passe. Il m'a dit que ça le dépasse son compétence, que c'est le procureur qui les a mis en mission. Donc il faut que je reparte voir le procureur. L'exploitant artisanal qui ne respecte pas les règles sur le site d'or de Galgouli Bantara serait un proche d'une haute personnalité et pire, la victime de son dérapage aurait vu tout son minerai emporté et menacé d'emprisonnement par les forces de l'ordre. Je peux vous assurer, le propriétaire, celui qui dit que le propriétaire des sites là, il est plus de 20 et quelques trucs ici qu'il a fait sélection avec des gens, sans dépense ni rien. Et ces trous-là, quand il arrive et que ce propriétaire de trous n'a pas accès, il part le voir et c'est comme ça. Il dit, tu veux pas, c'est comme ça. Ils vont prendre le trou. Et si tu pars à la police ou la gendarmerie ou le procureur, l'affaire ne part rien, nulle part. C'est fini. Donc maintenant, nous en avons marre. Voilà. Vous voyez tous ces travaux qui est là. C'est la souffrance totale. Les gens brûlent pour avoir à manger. Mais pourquoi on nous mettrait comme des animaux sauvages? Nous en avons marre. Le cas de ce site d'or ne serait pas le premier dans la région. Des orpailleurs disent être victimes d'abus d'autorité. Plusieurs d'entre eux auraient vu leur fortune s'envoler suite à la fermeture forcée de leurs trous. Organisés en association, ils tentent des démarches auprès des autorités pour protéger leurs intérêts. Depuis quelques années, la région du Sud-Ouest s'est révélée une véritable mine d'or, attirant du monde avec son lot d'avantages et d'inconvénients pour les populations, les zones d'exploitation et l'environnement. Tout autre chose, l'utilité des cartes bancaires Guim Uomoa au centre d'une rencontre entre des journalistes burkinabés et le directeur général du groupement interbancaire monétique de l'Uomoa. Objectif, faire passer le message de l'importance des transactions électroniques pour la zone. Natacha Ouedraogo. Le GIM Uomoa, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une plateforme mise en place depuis 2003 et qui facilite l'interbancarité monétique entre les États membres de l'Union.
Cependant, c'est une plateforme peu connue, voire mal cernée par les usagers ou même objet de nombreux préjugés. Ce 11 juin 2018, c'est le directeur général de la structure lui-même qui est venu à Ouagadougou. Objectif, sensibiliser les journalistes burkinabés afin que ceux-ci transmettent la bonne information. Les cartes bancaires, GIM, ou les cartes qui sont délivrées par les banques, parce que le GIM n'est pas une banque, c'est les banques qui délivrent les cartes. Mais grâce au GIM, qui est un organisme central qui a interconnecté l'ensemble des banques, la possibilité désormais est donnée aux consommateurs, aux citoyens du Burkina, détenteurs de cartes, quelle que soit la carte bancaire qu'ils ont dans la main, de pouvoir faire des transactions partout, sur les réseaux, des guichets, au niveau des TPE, de tous les acteurs de l'espace burkinabé, mais également de l'espace UOMOA. Nous mettons tout en œuvre pour garantir la qualité de service, la sécurité, parce que nous sommes les gendarmes de toutes ces questions-là, et nous veillons à ce que les citoyens qui laissent leurs moyens de paiement, leur argent au niveau de la banque, puissent utiliser leur carte un peu partout dans la zone UOMOA. Et chacune de ces opérations ne coûtera que 500 francs CFA aux consommateurs. Mais sur le terrain, un constat est fait. La prédominance de l'utilisation des espèces. Le groupe interbancaire monétique de l'UOMOA a donc de grands défis à relever. C'est le défi de l'inclusion financière, de la bancarisation. Le GIM UOMOA a été créé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et les banques de l'espace UOMOA. Cette rencontre d'échange avec les journalistes burkinabés fait suite à une série de rencontres avec ceux du Bénin, du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Parlons à présent de cette collaboration naissante entre l'École supérieure informatique de l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso et l'entreprise Beogolab. Une signature de convention entre les deux parties et un don de matériel informatique de Beogolab à l'ESI ont matérialisé cette nouvelle collaboration. Le compte rendu de Fatoumata Traoré et d'Arsène Konditamde. Des signatures, puis une chaude poignée de main entre les directeurs de l'entreprise Beogolab et de l'ESI, l'École supérieure d'informatique de l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. C'est en mars dernier que le premier responsable de Beogolab prenait l'engagement de soutenir l'ESI et ce 8 juin, c'est chose faite. L'entreprise met à la disposition de cette école un lot de matériel électronique d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Vous avez devant vous 3 kits complets de Raspberry Pi. Un kit Arduino Mega 2562 54 capteurs. Un kit Arduino Uno R3 2562 54 capteurs également. 2 kits débutants Arduino Uno R3. 2 kits Arduino Uno avec 30 capteurs compatibles. 2 kits de composantes électroniques avec 45 capteurs. Un kit de 35 capteurs. Un kit de composantes électroniques de 70 capteurs compatibles Arduino. Et un paquet de 600 LED de 5 couleurs, rouge, jaune, vert, bleu et blanc. Après ce don de matériel, l'entreprise Beogolab ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit un séminaire de formation afin de permettre à l'ESI de tirer pleinement profit du matériel mis à sa disposition. Nous ne voulons pas nous arrêter juste à du matériel. Parce que vous avez beau avoir en fait le meilleur outil, il vous faut les compétences pour pouvoir les utiliser. Donc pour cela, nous offrons également à l'ESI un séminaire de formation qui sera assuré en fait par un de nos spécialistes en fait maison, qui va accompagner en fait les étudiants à pouvoir exploiter le potentiel des équipements que nous venons en fait de leur donner. L'ESI est une école à vocation professionnalisante et ce lot de matériel, selon son premier responsable, va permettre de mettre à la disposition de l'administration burkinabé et des entreprises des cadres encore plus compétents. Le don qui est fait ce matin va nous aider, les enseignants-chercheurs, les étudiants, d'accord, à performer davantage. Ouais, l'école est connue, n'est-ce pas, pour la qualité de la formation qu'elle offre, mais avec cet appui, nous pensons encore faire mieux. Donc je salue ce début et je souhaite vraiment que ce soit le début, n'est-ce pas, de beaucoup d'autres partenariats, n'est-ce pas, entre les entreprises burkinabées et puis l'Université Nazi Boni. Beogolab est un centre dédié à l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales tournées vers le numérique. L'entreprise souhaite également identifier et soutenir des étudiants de l'ESI qui sont porteurs de projets afin de les accompagner vers la création de leurs entreprises.
Et pour terminer ce journal, actualité internationale à Singapour. Le monde entier a assisté à la poignée de main historique, la première entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen. Après plusieurs mois de tensions entre Donald Trump et Kim Jong-un, marqués par des invectives parfois violentes, les deux hommes se sont rencontrés et ont signé un accord ce 12 juin. Une rencontre historique entre le président américain Donald Trump et le dictateur nord-coréen Kim Jong-un aujourd'hui à Singapour. Après une poignée de main, la première entre un président américain en exercice et un dirigeant nord-coréen, Donald Trump et Kim Jong-un se sont entretenus en tête-à-tête. Ils ont ensuite été rejoints par leurs délégations respectives. Les deux dirigeants ont ensuite signé un accord dans lequel Kim Jong-un s'engage vers une dénucléarisation de la péninsule de Corée. Les deux pays, ennemis depuis les années 50, s'engagent à bâtir un régime de paix durable et stable dans la péninsule. Le document que nous signons est très complet et je pense que les deux parties seront très impressionnées par le résultat. Il y a eu beaucoup de bonne volonté, beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Je tiens à remercier tout le monde des deux côtés, le secrétaire d'État Pompeo et tous ses homologues. Ils ont été absolument fantastiques. Donald Trump s'est mis plusieurs dirigeants à dos en confirmant la tenue de ce sommet après l'avoir annulé. Énième retournement de situation dans cette saga marquée par les menaces de guerre atomique l'an dernier. C'est pourtant dans une ambiance cordiale que les deux dirigeants sont apparus aujourd'hui, Donald Trump présentant même sa limousine à un Kim Jong-un amusé. Ce dernier, dont ce n'était que la seconde visite officielle à l'étranger, s'était offert la veille une balade nocturne au centre-ville de Singapour, comme pour marquer son arrivée sur la scène internationale. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain à 13 h, vous aurez rendez-vous avec Alfred Thieulier pour l'édition de la mi-journée. Et puis moi, je vous retrouve à la même heure, c'est-à-dire 19 h 30 pour l'édition du soir. Merci de votre fidélité.